Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée au 9e et dernier épisode de WandaVision. La vidéo sera un peu composée différemment par rapport à d'habitude, mais il y aura toujours une partie théorie à la toute fin, notamment pour tout ce qui concerne les arts mystiques, les arcanes, le Darkhold, et bien sûr ce qu'on peut attendre pour Doctor Strange 2. Et si vous souhaitez découvrir tout WandaVision maintenant que tous les épisodes sont sortis, ou encore tout le contenu de Disney+, ou la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver qui commencera le 19 mars, eh bien vous pouvez le faire en passant par le lien qui est en description de la vidéo et vous soutiendrez la chaîne au passage. J'ai l'impression que les avis sont sans doute un peu partagés sur ce final de WandaVision, avec je pense quand même une majorité de spectateurs qui sont satisfaits, mais un peu de ressentiment que j'ai pu voir exprimer en ligne. Comment ça, du ressentiment sur internet? Mais c'est incroyable! Oui bon, je sais, c'est un peu logique, mais du ressentiment aussi bien contre certains éléments laissés en suspens ou des réponses qui n'ont pas vraiment satisfait les fans du côté de la série, mais aussi un peu de ressentiment vers les Olibrius de mon genre, ceux qui proposent des analyses et des théories. Pour ce qui est de mon avis, de mon ressenti personnel, eh bien il est globalement positif, puisqu'il me semble que la série a réussi sur l'essentiel et n'a échoué que sur ce qu'on va définir comme le superflu. En effet, Wanda Maximoff, qui est bien au centre de la série, en ressort comme un personnage nuancé, développé, mais aussi plein de potentiel pour des histoires à venir. Et Wanda, on nous l'a montré dans toute sa resplendissante puissance, avec cet incroyable costume et tout le reste, autant que dans ses fragilités, qui lui ont fait commettre des actes terribles, mais jamais dans une forme de méchanceté gratuite. Une femme très proche et très éloignée de nous à la fois, parfait véhicule de nos imaginaires. Alors c'est vrai, par rapport à nous, ses pouvoirs la mettent clairement à part, et même par rapport aux habitants de cette terre du Marvel Cinematic Universe, mais si ces peines nous la rendent si familière, c'est que malheureusement, le sentiment du deuil, nous sommes tous amenés, un jour ou l'autre, à nous y confronter. En résumé, il me semble que le cœur émotionnel de la série est un véritable petit bijou qu'il serait totalement injuste de balayer d'un revers de main, comme pourraient le faire certains qui se perchent crânement sur leur détestation de tout ce qui vient de Marvel et du MCU, comme on voit certaines personnes le faire notamment sur internet. Et oui, les adieux étaient magnifiques, d'autant que la scène fait à la fois référence dans sa photographie à celle d'Infinity War, mais aussi, avec la larme de Vision, au fameux numéro 58 des Avengers et à la réplique Android Can Cry, numéro dans lequel Vision devait déjà forcer une barrière l'empêchant d'accéder à sa propre mémoire. Et pour ce qui est quand même, maintenant il faut aussi l'évoquer, de l'échec pour ce qui concerne le superflu, eh bien je fais référence à certaines pistes scénaristiques qui ont été mal exploitées ou carrément oubliées et glissées sous le tapis. Mais attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que j'estime qu'il faut absolument anticiper et combler toutes les attentes que pourraient exprimer les fans, pas du tout, puisque donner aux gens ce qu'ils attendent, c'est généralement une mauvaise formule en fiction, mais je trouve que la série s'est rendue coupable des trop nombreuses pistes, des indices qu'elle nous a donnés, qu'elle a disséminés dans son propre scénario, sans être à la hauteur, au final, de la plupart d'entre elles. Et surtout, je tiens bien à préciser, à souligner que ce n'est pas la déception de ne pas voir aboutir certaines de mes théories qui me laisseraient ce sentiment d'inachevé. Pas du tout, j'ai quand même suffisamment l'habitude de cet exercice pour bien distinguer dans mon esprit mon appréciation d'une œuvre, d'une série, d'un film, et les idées que je pouvais avoir au cours de son analyse sur la direction où elle voulait aller. Ce que j'ai notamment un petit peu de mal à pardonner aux scénaristes, c'est que la seule grande révélation, grande surprise on va dire de WandaVision, ce soit au final Agatha Harkness, mais le problème c'est que Agnès en Agatha Harkness, on pouvait le deviner même avant le début du premier épisode, rien qu'avec le teasing et sachant, connaissant les comics qui sont à la base potentiellement de WandaVision et qui sont confirmés par la suite. En effet, de mon point de vue, dans une œuvre jouant sur le mystère et les pistes pour tenter de comprendre une situation cachée aux spectateurs, le minimum syndical aurait consisté, du moins selon mes goûts, d'ajouter au moins une révélation marquante et un degré de complexité juste un peu plus élevé. Et cette critique porte aussi bien sur l'absence d'une force supérieure qui aurait pu un peu guider ou manipuler vaguement Agatha, mais aussi sur la résolution parfois trop simple,
ou parfois l'absence totale d'explication sur des éléments que la série nous proposait, comme par exemple tout l'intérêt que Agnès, Agatha, portait à Billy et Tommy, aux enfants de Wanda. On l'avait même vu jeter un sortilège sur eux, quasiment sur leur berceau. Et on supposait que c'était pour les faire grandir plus vite, etc. Mais sur tout ça, on n'a pas d'explication. Pourtant, c'est vrai, parfois la simplicité peut avoir son charme, comme dans le cas du retournement du Vision blanc par celui de Wanda, même si le processus consistant à interroger la directive centrale d'un robot pour le perturber a déjà été utilisé de nombreuses fois en fiction. L'irruption de questions philosophiques sur la définition de l'identité et de sa pérennité, avec le bateau de Thésée, se classe plutôt parmi les plaisantes surprises, quitte à faire passer au passage, si j'ose dire, le Sword pour une belle bande de bras cassés pour avoir consacré 5 ans à peaufiner un androïde de la mort qui tue qui sera retourné en 5 minutes. Et d'ailleurs, ce sujet, ce dialogue de Vision avec lui-même et l'argument du bateau de Thésée sont directement tirés du numéro Avengers 6 du reboot de 2016. En revanche, le coup des runes gravées par Wanda au cours de son affrontement contre Agatha me laisse une impression d'un usage du fameux fusil de Tchekhov dont on chercherait à recouvrir la maladresse et l'incohérence par une couche de ruse un peu trop grossière. En effet, à quel moment Wanda a-t-elle appris quelle rune créer ou même comment? Alors oui, je sais, elle est la sorcière rouge, elle n'a pas besoin d'incantation, mais de toute évidence, elle doit quand même apprendre, comme le prouve la scène post-crédit, donc la règle aurait aussi dû s'appliquer aux runes, dont la simple mention par Agatha dans l'épisode précédent est loin d'expliquer la maîtrise soudaine par Wanda. Et le pire exemple de l'incapacité de la série d'être à la hauteur de certaines attentes qu'elle a pourtant elle-même voulu créer, eh bien on le trouve dans le cas de Quicksilver, alias Ralph Bonner. Alors je vous avoue que de mon côté, je n'ai pas été très choqué ou énormément déçu, puisque très rapidement, j'avais quand même bien mis loin de côté dans mes théories sur les possibilités qu'il s'agisse vraiment du Quicksilver de la Fox. Ça me paraissait bizarre d'introduire un tel personnage dans le MCU, ça posait trop de problèmes. Mais quand même, on a poussé ici au paroxysme des limites du teasing inutile avec ce Ralph Bonner, tout ça pour faire une blague complètement naze sur son nom, c'est un peu incompréhensible. Et vendredi encore, dans mon live sur Twitch, pour lequel vous trouverez un lien en description, je pensais que ce Ralph était peut-être un faux nom pour le témoin recherché par le FBI, et Jimmy Woo en particulier, mais après avoir revu l'épisode, le rire d'Evan Peters à l'évocation de son nom ridicule s'explique uniquement parce qu'il est encore alors sous le contrôle d'Agatha via le collier. Et puis surtout, s'il était un témoin sous protection, il n'aurait pas des mois de facture à son faux nom. Et par ailleurs, faute d'explications concrètes, on ne peut que supposer que sa super vitesse provenait également du fameux collier, ce qui fait quand même de cet objet un artefact d'une puissance extraordinaire, sans qu'on ait aucun contexte, aucune explication sur la capacité à fabriquer un tel objet. Et puis c'est vrai qu'on pourrait ajouter au rayon des déceptions ce fameux troll de Paul Bettany, l'interprète de Vision, au sujet de ce caméo incroyable qui marquerait la fin de WandaVision avec cet acteur qui l'admire depuis 30 ans et plus, et c'était lui-même, donc il avait fait une blague qu'il avait apparemment regrettée dès qu'il l'avait sortie. Et j'ai du mal à lui en vouloir à Paul Bettany, puisqu'effectivement les attentes avaient explosé suite à cette annonce, entre guillemets. Mais bon, déjà il m'est assez sympathique, Paul Bettany, il a l'air vachement cool. Puis il est marié avec Jennifer Connelly, donc ça peut pas être un mauvais gars. Et puis surtout, il faut savoir que ces acteurs sont soumis à d'incessantes questions de la part de journalistes qui savent pourtant très bien qu'ils n'ont pas le droit de révéler quoi que ce soit. Donc à un moment ou à un autre, ils craquent, ils font des petites blagues. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, toutefois, je voudrais un petit peu nuancer ce point sur les déceptions liées à des théories qui n'ont pas abouti, puisque certaines, notamment les plus importantes, ont pu être tout simplement reportées à plus tard. En effet, le réalisateur lui-même, Matt Shakman, a indiqué que s'il fallait sans doute revoir un peu à la baisse ses attentes avant le dernier épisode, c'est une interview qu'il avait donnée avant la diffusion de l'épisode 9, eh bien certaines des théories pourraient parfaitement se concrétiser un peu plus tard dans le MCU. Alors c'est vrai, de mon point de vue, la série elle-même aurait mérité d'avoir ce clin d'œil à la grande menace qui arrivera forcément dans Doctor Strange numéro 2, qu'on attend pour le printemps 2022, mais bon, il faudra attendre, et c'est vrai qu'auparavant, selon le planning initial, il y avait bien moins longtemps à attendre entre la fin de WandaVision
et le Doctor Strange numéro 2, mais avec le virus, etc., on sait que le calendrier a été chamboulé et ça, on ne peut pas en vouloir à Marvel. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur toutes les implications relatives au Darkhold, ce livre, ce grimoire de sorcellerie, en fin de vidéo, tout simplement dans la partie théorie et pour la suite. Je vais donc maintenant quitter ce sujet des théories qui ont pu décevoir, qui ne se sont pas réalisées, mais quand même un petit mot au sujet de mes propres vidéos. Alors pour certains, je pense que vous n'êtes pas très nombreux, mais si mes théories ont pu vous gâcher le plaisir de regarder WandaVision, eh bien ne regardez pas mes théories, hein. C'est d'autant plus simple que dans ces vidéos, j'avais scindé en 2 parties avec analyse et ensuite théorie. Donc même si je ne trouve pas que ça gâche le plaisir, en tout cas ça n'a pas gâché le mien, mais vous êtes des grands, hein, vous pouvez arrêter de regarder si ça vous gêne. Et même avec le recul que peut donner la fin de cette série, je trouve quand même toujours assez légitime les idées qui m'étaient venues en fouillant. Alors bien sûr on va toujours un peu trop loin, hein, même quelquefois beaucoup trop loin, quand comme moi on est dans la peau de cet inspecteur qui va chercher tous les petits détails pour deviner ce qu'on pourrait voir ensuite. Mais quand même, il y avait de véritables indices, encore une fois, entre les dialogues, même les visages du démon, du diable dans le repère, dans l'antre d'Agatha, il y avait vraiment de quoi faire. Et bon, si ça n'a pas abouti, ce n'est pas bien grave, et comme je le disais auparavant, ça pourra aboutir plus tard. Et je vous propose plutôt maintenant de passer aux quelques références qu'on pouvait capter dans ce dernier épisode, et qui donnent toujours ce petit supplément d'âme et de saveur à la série quand on les a en tête. J'avais déjà évoqué la porte de Tannhauser comme référence au discours de Roy dans Blade Runner, mais l'implication est encore plus forte avec cet épisode et la larme de Vision qui, elle, heureusement, ne s'est pas perdue dans la pluie, mais a su trouver le doigt de Wanda, l'amour de sa vie. Lorsque Wanda utilise une voiture comme projectile pour surprendre Agatha, on reconnaît évidemment le coup de Civil War contre Tony, Iron Man, mais surtout les bottes de la sorcière qui dépassent des décombres, c'est un évident clin d'œil au destin funeste de la sorcière de l'Est dans le Magicien d'Oz. Magicien d'Oz qui n'est pas uniquement présent dans ce détail amusant ou encore à l'affiche du cinéma, mais aussi dans la question du bateau de Thésée, et oui, je vais vous expliquer pourquoi. Et oui, dans le Magicien d'Oz, on a l'homme de fer blanc, et il est lui-même une réflexion sur cette définition de l'identité et de sa pérennité au fil du temps, alors que des parties du corps peuvent changer par exemple, et évidemment l'homme de fer blanc de WandaVision, c'est Vision lui-même, et dans l'histoire donc originale du Magicien d'Oz, à la base, eh bien, l'homme de fer blanc c'est un bûcheron qui, de façon assez terrible, perd des bouts de son propre corps qui sont remplacés au fur et à mesure par des morceaux de fer blanc, et au final même il se retrouve complètement donc un homme de fer blanc et il vient à rencontrer des parties de son propre corps qui ne semblent pas spécialement attachées à lui, avec un petit jeu de mots voulu bien sûr. Et oui, si vous trouvez ça parfaitement horrible, je suis d'accord avec vous, hein, dès que j'étais tout petit, quand j'ai eu connaissance de cette histoire, eh bien ça m'avait pas mal choqué, et on peut dire que d'une certaine façon, hein, le Magicien d'Oz, c'est déjà un peu du cyberpunk, du transhumanisme. Les principales autres références marquantes arrivent dans la scène post-crédit, puisqu'on peut reconnaître le thème musical de Doctor Strange et saisir le parallèle volontaire entre la capacité de Wanda et celle du sorcier à étudier les arts occultes alors que son corps physique se repose. Wanda, elle, peut boire un thé plutôt que dormir, ce qui vient un peu confirmer que son potentiel est bel et bien supérieur à celui de Strange, comme annoncé par Agatha. Et quand même, puisqu'on parle du loup, pourquoi Stephen Strange n'a pas montré le bout de son nez alors qu'il y a un déferlement d'événements magiques à Westview, dans le New Jersey? Alors j'espère qu'il aura un sérieux mot d'excuse à nous présenter au début de Doctor Strange 2, sinon on aura quelques mots à se dire lui et moi. Autre référence amusante et qui reste sur le sujet des films à venir, on a bien sûr cette agente du FBI, je crois, qui indique à Monica qu'elle a rendez-vous dans la salle de cinéma, une façon de nous rappeler que le personnage reviendra notamment dans le film Captain Marvel 2. L'ami de sa mère auquel elle fait référence est à coup sûr Nick Fury, et Monica pourra enfin renouer avec l'espace, n'en déplaise à Tyler Hayward. Enfin, du côté de Jimmy Woo, on en est encore dans l'autocitation Marvel, avec ses petits tours de passe-passe, référence aussi bien à Ant-Man qu'à WandaVision elle-même avec le terme Flowish qu'utilisait le Vision défectueux de l'épisode 2 durant le spectacle de magie. Concernant Darcy et son apparition éclair, on peut se souvenir que déjà dans Thor on la voyait conduire un van, et surtout la façon dont elle coince Hayward est assez satisfaisante au vu du dédain qu'il affichait pour elle. Pendant qu'on parle du loup, du deuxième loup, Tyler Hayward a donc vidé un chargeur sur des gamins. Alors certes, il venait de neutraliser son unité d'intervention,
en copiant un petit peu d'ailleurs le Quicksilver de la Fox en prenant la casquette et les lunettes, mais bon, disons qu'il manque un peu de mesure dans son choix de punition, entre la privation de dessert et le chargeur de balles dans le buffet, il y a de la marge. Et la façon dont les balles traversent et sont même ralenties par le corps de Monica, voilà une référence directe à un pouvoir déjà illustré dans les comics. Quant à la couleur de ses yeux, elle doit alors correspondre à l'énergie cinétique, je suppose, tandis que le violet, au moment de toucher le collier, c'était bien la magie d'Agatha. Et pour conclure sur Tyler Hayward, si jamais vous aviez un doute sur les motifs de son arrestation, c'est parce qu'il a reconstruit Vision, une arme consciente, ce qui est contraire aux accords de Sokovie qui s'appliquent toujours. Je reviendrai sur Vision dans un instant, mais j'en termine d'abord avec les références, avec le panneau publicitaire qu'on voyait nettement derrière Agatha. Il s'y trouve une publicité pour un produit d'entretien qui évoque une formule entièrement naturelle utilisant le pouvoir de Mère Nature. Alors en premier lieu, bien sûr, on peut y voir une référence à la Wicca, une forme de courant spirituel, de croyance, encore d'actualité aujourd'hui, et qui a un lien très direct avec la sorcellerie. Toutefois, de mon côté, en creusant, désolé, je ne peux pas m'en empêcher, je vois un lien presque direct avec le Darkhold, sachant que Mère Nature, eh bien, c'est Gaïa, et dans les comics, Gaïa a un lien vraiment intéressant avec le Darkhold, mais j'y reviendrai à la fin dans la partie théorie. Revenons à Vision Blanc qui s'est donc fait la malle, et c'était inévitable d'un point de vue narratif. Réfléchissez un instant, comment provoquer la moindre émotion crédible dans les adieux à la famille de Wanda et Vision si on avait eu un Vision V1 monochrome dans un coin de la pièce, franchement. Ce Vision a donc recouvré sa mémoire dans une belle scène visuelle qui nous permet très rapidement, ça défile très vite, de revoir plein d'images du passé du MCU, mais forcément il est un peu décontenancé, il est en crise existentielle, et il s'en va, il a besoin sans doute de faire le point de solitude, ce qui trace un parallèle bien sûr avec la situation de Wanda à la fin de l'épisode. Et si vous vous posez la question, il me semble que la réponse est oui, on a le droit d'espérer, peut-être pas tout de suite, mais une véritable réunion entre Wanda et Vision. Reste à voir si les travaux que Shuri avait menés pendant les événements d'Infinity War sur le schéma mental de Vision auraient un rôle pour venir encore plus compléter ce Vision blanc, mais pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, s'ils venaient à se retrouver, cela pourrait peut-être annoncer le début de la fin, le début d'une retraite pour eux, puisqu'ils pourraient rechercher cette félicité dans une vie quotidienne en famille, quoique on pourrait aussi bien les voir en mode indestructible, partir combattre les méchants en famille, comme on a pu le deviner avec ce plan en groupe qui me faisait vraiment beaucoup penser aux indestructibles. Bon, il me semble qu'il est plus que temps de parler maintenant du Darkhold et de ce que ce grimoire maudit pourrait signifier pour la suite du Marvel Cinematic Universe, et donc on passerait dans la partie théorie, et si vous me quittez à ce moment de la vidéo, eh bien je vous invite à activer la cloche pour recevoir les notifications et pour ne rien rater des prochaines qui arriveront assez rapidement. Et puis bien sûr abonnez-vous puisqu'on est toujours sur le programme des 500 000 abonnés pour la chaîne, et si vous ne le faites pas, eh bien je serai obligé de vous prendre la tête comme je sais si bien le faire, et comme Vision Blanc a tenté de le faire avec Wanda. Agatha confirme donc bien que c'est le Darkhold qui est en sa possession, le livre des damnés. On peut clairement en déduire que c'est à cause de son accès à ce livre interdit que sa mère et les autres sorcières ont voulu l'exécuter en 1693. Mais avant de détailler les implications de ce que signifie ce livre à partir des comics, revenons d'abord sur ce qu'affirme Agatha au fil de ce dernier épisode. On apprend donc sans doute l'essentiel de ce que révèlent les pages du Darkhold consacrées à la sorcière rouge. Elle n'est pas née, elle est forgée par les circonstances, on peut le supposer. Elle n'appartient à aucun clan de sorcières et elle n'a pas besoin d'utiliser des incantations. Son pouvoir est supérieur à celui du sorcier suprême et elle doit amener la destruction du monde, rien que ça. En outre, pendant l'hallucination qui ramène Agatha et Wanda au temps de Salem, les sorcières perçoivent Wanda et la mère dit qu'elle est le mauvais présage annonçant l'arrivée du chaos. Les sorcières répètent « c'est écrit, c'est prédit », ce qui confirme que la sorcière rouge répond à une forme de prophétie. Et si on ajoute à tout ça le commentaire que va faire Agatha alors qu'elle vient d'être vaincue, tu n'as pas conscience de ce que tu as déchaîné, on peut clairement aller vers la conclusion que Wanda, que la sorcière rouge, va libérer, sans doute sans le vouloir, une entité incroyablement puissante et malfaisante. La scène post-crédit reprend clairement le style de Sam Raimi avec cette caméra désincarnée, comme l'œil de Dieu qui viendrait se focaliser sur les petites affaires de Wanda dans sa cabane perdue au milieu de nulle part. Alors impossible de définir clairement où se situe ce nulle part,
même si on est tenté de penser au mont Wundagore, sur lesquels je vais revenir dans un instant, sachant qu'ils peuvent se situer, selon le bon vouloir des scénaristes du MCU, en Sokovie, le pays natal de Wanda, en Latverie, pour introduire ensuite le Docteur Fataliste, le Docteur Doom, ou encore en Transi, là où se situent les monts Wundagore dans les comics. Et le mont Wundagore serait intéressant puisqu'il marque aussi la prison physique, en tout cas en partie, c'est un peu compliqué, d'un dieu original qui a été déchu, qui est devenu un démon primordial, qui s'appelle Chthon, où on retrouve dans ce nom la notion de force chthonienne, de force de la Terre très ancienne. Et eh bien, ce Chthon, eh bien, c'est lui le créateur du Darkhold, puisqu'il y a mis tous les incroyables savoirs maléfiques, occultes, la sorcellerie qu'il avait cumulés pendant des milliers, voire des millions d'années. Et plus que ça, le mont Wundagore est aussi lié aux origines assez troubles et complexes de Wanda et Pietro, mais aussi de Jessica Drew, alias Spider-Woman, à laquelle j'ai consacré une vidéo que je vous invite à découvrir sur la chaîne. Et ce n'est pas tout, puisque le maître de l'évolution, potentiel adversaire dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, a longtemps œuvré, si j'ose dire, dans les monts Wundagore avec ses expériences pour transformer des hommes en hommes animaux, etc. Et là encore, j'ai consacré une vidéo au Gardiens de la Galaxie volume 3 où j'évoque le maître de l'évolution et tous ses enjeux. Je vous invite à la découvrir. Et comme promis, j'en reviens maintenant à la référence à Mère Nature qu'on pouvait deviner dans le panneau publicitaire derrière Agatha. Eh bien, il s'agit de Gaïa dans les comics. Et Gaïa, initialement, eh bien, c'est un peu une déesse à l'égal de Chthon, de Seth et d'autres. Mais contrairement à ses frères, elle n'a pas été déchue de son statut de déesse, et alors que ses frères devenaient des démons terribles, eh bien, elle a cherché un moyen de les chasser, de les combattre, et elle a fini par avoir la capacité de donner naissance à une créature, pour faire simple, qui est devenue le mangeur de Dieu. Et pour s'échapper de cette menace incroyable, Chthon, qui était pourtant ultra puissant et grand maître des arts occultes, a créé les premières dimensions parallèles à la Terre, et il y a trouvé refuge, non sans avoir laissé sur Terre auparavant ce fameux Darkhold, ce qui pourrait l'aider certainement à retourner sur Terre s'il en avait l'opportunité un peu plus tard, voire beaucoup plus tard, genre quelques milliards d'années après. Pour revenir à la réalisation, cette cabane perdue et ce livre maléfique font évidemment penser à Evil Dead de Sam Raimi, les larges panoramas naturels et notamment de montagnes qui finissent sur des ambiances inquiétantes peuvent aussi éventuellement éveiller des souvenirs de Shining ou de Twin Peaks. Faute de découvrir ce qu'était vraiment Seigneur Scratchy, pourquoi Agatha semblait aussi intéressée par les enfants, au point de jeter un sort sur leur berceau, et pourquoi diable elle a tué Sparky, on aura au moins un appel à l'aide de Billy et Tommy via le plan astral et les différentes dimensions auxquelles la projection de Wanda est alors sans doute connectée. Et pour moi, cet appel vient clairement relancer les spéculations quant au devenir des âmes de Tommy et Billy, sachant que c'est un sujet que j'avais déjà évoqué au cours de mes analyses au fil de la saison, puisque Mephisto, dans les comics, avait d'abord récupéré les âmes des enfants. Et sachant que les nombreuses références à l'enfer, au diable, même les visages qu'on avait vus dans le repère d'Agatha ne servaient a priori à rien, en tout cas WandaVision n'en a rien fait, n'a pas rebondi dessus, eh bien on pourrait clairement se dire qu'on peut oublier Mephisto pour de bon, mais il reste quand même ce vitrail dans la bande-annonce de Loki. Je vous invite à voir, si vous voulez, mon analyse de cette bande-annonce, et ce vitrail sur lequel on peut voir le diable qui remplace le Christ, plus ou moins dans une église, c'est quand même assez particulier. Alors que ce soit Chthon, Mephisto, avec une petite pincée de Nightmare, allez savoir, impossible de deviner pour l'instant, mais ce qui me semble important, c'est que Wanda risque donc bien d'éveiller l'attention de cette créature antédiluvienne et de lui permettre peut-être de poser son petit pied griffu sur la Terre, et tout ça en recherchant absolument à venir en aide à Tommy et Billy, bien sûr. D'ailleurs, je n'ai pas encore évoqué cette réplique du final, dans laquelle Wanda va remercier ses enfants de l'avoir choisi comme mère, et j'y vois une sorte de confirmation que l'âme des enfants préexistait et qu'elles ont répondu à l'appel de Wanda alors qu'elle créait ses jumeaux par magie. Et donc bien sûr, dans le prolongement de ce que je disais juste avant, on peut supposer qu'en cherchant à leur venir en aide, à les récupérer, la sorcière rouge Wanda pourrait donner corps à cette fameuse prophétie de destruction du monde, et en jouant avec le multivers, en faisant se chevaucher des réalités parallèles, elle pourrait permettre à Chthonisto, oui je viens d'inventer ce nom, d'apparaître,
ou alors je suis encore une fois complètement à côté de la plaque et moi j'en sais rien. Mais alors, quand même aussi grande question, Wanda sera-t-elle une méchante dans le prochain film Doctor Strange? Eh bien possible, mais uniquement de mon point de vue, si le Darkhold parvient à la corrompre, puisque clairement ses intentions sont de contrôler son pouvoir et de ne blesser personne lorsqu'elle quitte Westview. C'est exactement pour cette raison qu'elle choisit une région aussi isolée, pour ne surtout pas risquer de blesser qui que ce soit. D'une manière ou d'une autre, elle aura peut-être besoin de retrouver Agatha pour des conseils, ce qui promet un face-à-face intéressant. Et pour répondre clairement à la question, non, je ne vois pas Wanda devenir durablement une véritable antagoniste, même si c'est vrai, les premiers échanges avec Stephen Strange dans le film devraient être assez magiquement musclés. Je vous rappelle qu'on attend donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness aux alentours du mois de mars 2022, et le synopsis officiel nous indiquait que le Doctor Strange relâcherait sur le monde une menace terrible et ancienne à cause de Mordo en gros, et donc reste à voir quel sera le rôle de Wanda dans tout ça, si ce ne sera pas au moins autant sa faute à elle qu'à lui qu'on se retrouvera avec Ctonisto sur le dos, mais bon, c'est la surprise, on a le temps de voir venir. Et si depuis le début de cette vidéo vous lorgnez sur le t-shirt que je porte, qui est magnifique, il faut bien le reconnaître, eh bien si ce t-shirt vous intéresse, vous trouverez un lien en description de la vidéo avec des tas de superbes t-shirts, notamment Marvel, mais pas que, Star Wars, etc. Donc voilà, le lien est en description de la vidéo, faites-vous plaisir. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi au fil de ces analyses, de ces théories, de ces digressions, de ces délires sur cette saison de WandaVision. Alors bien sûr, il y a des tas de vidéos qui arrivent sur la chaîne, donc restez si possible. Et notamment, il y a bien sûr le Faucon et le Soldat de l'Hiver qui commence le 19 mars, mais je ne parle pas que de ces sujets, et j'essaierai de monter à plus de vidéos par semaine dans les prochaines semaines, donc restez bien à l'écoute. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!